bienvenue à tous pour ce 16e webinaire organisé par Deuxième Avis, consacré aujourd'hui aux maladies de la thyroïde, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, nodules, goitres. Au global, les maladies de la thyroïde touchent plus de 15% de la population française et elles peuvent avoir un impact parfois sévère sur la qualité de vie. Leurs symptômes sont variés et ils peuvent être facilement confondus avec ceux d'autres maladies, ce qui complique le diagnostic, alors que nous savons qu'un diagnostic précoce peut éviter des complications graves et améliorer des résultats de traitement. Il paraît donc crucial de s'y intéresser et de sensibiliser le grand public à ces maladies. Et pour nous éclairer aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir le professeur Philippe Touraine et le docteur Olivier Dupuis. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et un grand merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Encore merci à tous les deux pour le temps que vous nous consacrez en participant à ce webinaire qui va donc s'articuler en deux temps. Je vais d'abord vous poser des questions, puis vous répondrez aux nombreuses questions des internautes. Alors peut-être pour commencer, pour savoir de quoi on parle, docteur Dupuis, est-ce que vous pourriez nous décrire le rôle et le fonctionnement de la thyroïde? Oui, donc la thyroïde est une petite glande située à la base du cou. Donc c'est une glande endocrinienne qui est donc régulée, c'est le propre des glandes endocriniennes. Régulée, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui a un fonctionnement anarchique ou mystérieux. C'est une glande qui va sécréter des hormones, les hormones thyroïdiennes, qu'on définit en T3 et T4, qui sont les principales hormones, les deux principales hormones qui sont sécrétées. Et puis, donc, qui est régulée au niveau central par l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une petite glande qui est située entre mes doigts, donc qui est une glande capitale, puisqu'elle régule la plupart des systèmes endocriniens de l'organisme. Donc, l'hormone qui est sécrétée par l'hypophyse, c'est la TSH. Ce n'est pas une hormone thyroïdienne, mais c'est une hormone extrêmement importante, puisqu'on va s'appuyer sur son dosage pour équilibrer les patients, car le dosage de la TSH est fiable et cela permet de vérifier que l'organisme a un taux d'hormone thyroïdienne satisfaisant. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, je vous propose de faire un focus sur les principales maladies de la thyroïde. Et professeur Touraine, du coup, est-ce que vous pourriez nous parler des goitres et des nodules, et plus particulièrement des troubles morphologiques associés? Merci. D'abord, je tiens à m'excuser parce que je ne peux pas parler tellement plus fort ce soir, mais j'espère que les auditeurs pourront m'entendre. Olivier l'a très bien dit, la thyroïde a une fonction de sécrétion d'hormones, mais on peut parallèlement ou conjointement observer le développement de nodules, ce qu'on appelle, c'est-à-dire finalement des petites tumeurs dans la thyroïde qui sont extrêmement fréquentes dans la population française, et avec comme arrière-pensée pour nous médecins de nous dire d'une façon rigoureuse, ce nodule, est-il un nodule strictement bénin? Ça va être la préoccupation essentielle. La plupart du temps, ces nodules ne s'associent pas à des dysfonctionnements hormonaux qui ont été mentionnés par Olivier, mais parfois c'est le cas. Une hyperthyroïdie peut s'associer avec une thyroïde un peu grosse, un goitre. Il y a des hypothyroïdies qui peuvent aussi avoir des goitres ou des nodules en leur sein. Il est donc toujours extrêmement important, quand un patient nous signale « on m'a découvert un nodule », d'avoir une stratégie de diagnostic très rigoureuse et pas du tout se lancer sur des projets thérapeutiques à l'extrême, notamment la chirurgie, sans au préalable avoir caractérisé ces nodules. Et du coup, quels sont les symptômes, quand consulter, comment poser un diagnostic? C'est une bonne question parce que si je vous dis que vous avez un nodule, mais qu'il n'y a pas de dysfonctionnement hormonal, ce n'est pas le nodule qui fait le symptôme, sauf si le nodule est de très grosse taille, il va pouvoir être soit plongeant, ce qu'on appelle, c'est-à-dire en rentrée en quelque sorte dans le médiastin, derrière les côtes, soit il peut comprimer la trachée et vous pouvez être essoufflé ou avoir des troubles à déglutition, mais le plus souvent ces nodules, s'il n'y a pas d'anomalie hormonale, ne s'expriment pas. C'est-à-dire qu'un patient qui vient vous dire « je suis fatigué, j'ai pris du poids, je suis énervé », mais qui a un bilan hormonal normal, mais qui a un nodule, il faut être capable de lui dire
probablement que les plaintes que vous décrivez et qui sont tout à fait audibles ne sont pas liées à votre problème thyroïdien, parce que certes, vous avez un nodule, mais votre nodule ne fabrique pas trop ou pas assez d'hormones. À l'inverse, il y a des nodules qui vont fabriquer des hormones et qui pourront expliquer, évidemment, des tableaux, par exemple, d'hyperthyroïdie. Un nodule unique peut entraîner une hyperthyroïdie. Une maladie auto-immune qui touche toute la thyroïde, la fameuse maladie de Basedow, peut être à l'origine d'une hyperthyroïdie. Donc tout ça, c'est conjointement qu'on travaille sur une analyse hormonale et une analyse morphologique dominée par l'échographie dans un premier temps. D'accord, donc le diagnostic, c'est effectivement d'abord une consultation physique, puis une analyse biologique, hormonale et imagerie, c'est ça? C'est ça, et vous avez raison d'insister sur l'examen clinique. N'oublions pas, nous sommes médecins, il est important de palper le cou du ou de la patiente. Trop souvent, on voit des patients qui arrivent et qui disent « on m'a trouvé l'hormone dont parlait Olivier, la TSH, un tout petit peu haute, et d'emblée, j'ai eu l'échographie comme ça, sans qu'on ait plus d'éléments. » Donc, il faut prendre son temps, examiner, interroger le patient, connaître les histoires familiales, les antécédents d'autres maladies, les symptômes, et puis effectivement après, un bon dosage hormonal, comme l'a dit Olivier, et puis commencer effectivement, il faut avoir une échographie faite par quelqu'un qui a l'expérience de faire une échographie. Ça peut paraître banal, mais avoir un bon échographiste de la thyroïde, c'est pas forcément donné partout et à tout le monde. Et du coup, les traitements associés à ces nodules? Alors, je ne sais pas si c'est pour moi que se dirige la question. Oui. Pour les traitements des nodules, ça c'est extrêmement important, et vous arrivez déjà à la partie terminale. C'est-à-dire un nodule, dans un premier temps, si on suppose le nodule sans anomalie hormonale décrite par Olivier, c'est-à-dire il n'y a pas de dysfonctionnement hormonal, ce qu'on appelait autrefois très souvent des nodules froids à la scintigraphie. On fait une échographie et il y a des classifications internationales reconnues qu'on appelle, c'est un nom barbare, TIRADS, mais qu'on classe en 1, 2, 3, 4, 5. Et suivant la taille, la classification, on laisse de côté les 1 et les 2, mais les 3 qui sont les plus fréquents, il faut savoir proposer ce qu'on appelle une ponction, c'est-à-dire mettre une petite aiguille comme une prise de sang dans le nodule s'il fait au moins 2 cm de taille. Si la classification est au-dessus, on appelle ça un TIRADS 4, on fera ce même examen de ponction à partir de 15 mm. Et ensuite, si c'est TIRADS 5, à partir de 10 mm. Et ça, c'est très important, parce que vous parliez de traitement, mais les traitements vont dépendre des résultats de la ponction qui vont amener aussi leur part de complexité. Parce que finalement, quand on a une réponse très précise, disant c'est une catégorie bénigne, on peut être complètement rassurant vis-à-vis du patient. Quand on a des anomalies à minima, c'est plus ambigu. Et c'est là où les nouvelles techniques d'évaluation apparaissent pour éventuellement essayer d'orienter le geste. Si par contre il y a un gros doute, il ne faut pas avoir peur de discuter la chirurgie pour ce type de patient. Et puis il y a des formes très particulières qui se développent beaucoup en termes de traitement, ce qu'on appelle les thermoablations. C'est plutôt préconisé lorsqu'on a un gros nodule, pas des nodules partout, un nodule qui est strictement bénin, et un nodule qui prend de la place, notamment chez des personnes peut-être plus âgées qui ne peuvent pas avoir de chirurgie, et ça fait diminuer de taille le nodule. Ça ne le fait pas forcément disparaître, mais ça peut lever des gènes mécaniques liés à ce nodule. Pour compléter un tout petit peu ce qu'a dit Philippe, enfin si je peux me permettre, vous avez 90% des nodules qui ne vont pas poser beaucoup de problèmes et qui sont la classification TIRADS là dont on vient de parler a révolutionné la prise en charge
puisqu'elle a homogénéisé les pratiques. Voilà, ça c'est extrêmement important parce qu'auparavant, on avait une espèce de flou artistique et on ne savait pas trop bien comment évaluer. On avait des examens qui étaient beaucoup moins fiables. La cytologie, c'est l'analyse de cellules. On fait une aspiration, ce n'est pas un morceau, ce n'est pas une biopsie de thyroïde. Donc, c'est peu invasif, même s'il faut faire ça par des gens expérimentés. Et ce sont l'analyse des cellules qui nous donne souvent des certitudes, soit c'est totalement bénin et donc on n'a pas d'inquiétude particulière sur l'évolution, soit ça a des éléments qui sont douteux ou qui sont en faveur d'une malignité. Et là, bien entendu, le traitement va se poursuivre avec la plupart du temps une exérèse de la thyroïde qui est aussi fonction de la gravité et de l'extension. Voilà. Enfin, c'est important ce que dit Olivier, puisque pour tous les auditeurs qui sont des patients, quand on leur parle de nodules, ils vont aller taper sur Google ou autre, ils vont se dire c'est une tumeur. Tumeur, dans l'esprit des gens, c'est est-ce que j'ai un cancer? Et un nodule est le plus souvent totalement sans anomalie de type de cancer. Mais pour ça, il faut avoir la stratégie diagnostique extrêmement précise. Il ne faut pas se précipiter vers la chirurgie. Il faut véritablement voir des médecins, des endocrinologues. Là, on défend un peu notre paroisse, mais c'est vraiment la fonction de l'endocrinologue, que d'apprécier le parcours de soins qu'on va proposer aux patients et les stratégies pour en arriver à la conclusion. On va simplement vous surveiller, on va devoir aller plus loin dans d'autres explorations, on va peut-être devoir vous opérer, mais il faut être extrêmement clair et précis et d'une façon rigoureuse. Et en 2024, ce n'est pas le chirurgien qui va décider de l'intervention chirurgicale, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire. Et ça, c'est aussi très important parce qu'on n'est plus dans une décision unique, c'est une décision plutôt partagée, collégiale. Et je crois que c'est une grande sécurité pour les patients. Et lorsqu'on a décidé ou lorsque l'on propose une intervention chirurgicale, et il faut s'assurer que le dossier patient a été discuté dans ces réunions. Et c'est ce qu'on fait, ce que Philippe ou moi faisons tous les mois de manière habituelle maintenant. Et en tant que cofondatrice de Deuxième Avis, évidemment, je ne peux être que d'accord avec vous et insister. J'ai juste une dernière question avant de passer à l'hypothyroïdie. Vous avez beaucoup parlé des nodules. Les goitres, c'est pareil, même stratégie, même… Alors, les goitres, ça veut dire en gros une augmentation plus globale de la taille, du volume de la thyroïde. Là où le nodule, il peut être d'abord unique ou il peut y en avoir plusieurs. D'accord? On parlera de goitres simples ou de goitres hétéronodulaires, c'est-à-dire avec plusieurs nodules. Donc, c'est la stratégie vis-à-vis d'un goitre ou d'un nodule, elle est assez similaire en ce sens que si vous avez une production anormale d'hormones thyroïdiennes avec un goitre homogène, comme j'ai dit tout à l'heure, on va aller très vite sur l'hypothèse d'une maladie probablement auto-immune, pas toujours, chez la femme jeune notamment, qui est la maladie de Basedow. D'accord? Mais ça peut être un goitre sans fabrication excessive d'hormones thyroïdiennes, sans anomalie hormonale, mais qu'on décrivait autrefois volontiers dans certaines contrées françaises ou dans les pays du Maghreb, où on voyait des gens qui avaient des thyroïdes absolument énormes du fait de carences iodées. Ça ne se voit plus aujourd'hui schématiquement. Et ces goitres peuvent être gênants esthétiquement, mais s'il n'y a pas de retentissement mécanique, s'il n'y a pas d'anomalie hormonale, il faut plutôt temporiser et rassurer le patient. Parce que je sais bien que les techniques chirurgicales évoluent, mais on n'est pas obligé d'opérer une thyroïde un peu volumineuse, elle ne pose aucun problème. Excusez-moi. Pas de problème, c'est une décision partagée. Absolument. Je vais vous permettre de reprendre de la voix. Et du coup, docteur Dupuis, même question en fait en ce qui concerne l'hypothyroïdie. Alors, les hypothyroïdies sont des maladies très fréquentes
dont les causes, les étiologies ne sont pas uniques. Le plus souvent, c'est là aussi une maladie auto-immune, ce qu'on appelle la thyroïdite de Hashimoto. Donc, c'est un nom très savant, mais qui veut dire qu'on a à la fois un hypofonctionnement de la glande thyroïdienne et des anticorps spécifiques qui ont la caractéristique enfin, qui ne sont pas d'ailleurs spécifiques de la thyroïde, puisqu'on peut en trouver dans d'autres maladies auto-immunes. On peut retrouver ces mêmes anticorps, antithyroperoxydase, antithyroglobulines, dans des maladies de l'immunité qui ne sont pas des maladies thyroïdiennes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, comment ces anticorps-là ne sont pas pathogènes, donc c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais ils n'ont pas d'effet toxique manifeste. C'est juste le reflet d'une attaque auto-immune qui s'est produite et qui peut laisser donc une hypothyroïdie. Alors, hypothyroïdie, c'est extrêmement fréquent, c'est la cause la plus fréquente de maladies thyroïdiennes. Donc, la thyroïdite est l'étiologie la plus fréquente. Thyroïdite veut dire inflammation de la thyroïde. Souvent, les signes sont très larvés, ils sont peu bruyants. Contrairement à l'hyperthyroïdie, qui est une maladie clinique, la plupart du temps, j'allais dire presque évidente, avec des gens qui se sentent très mal. Dans l'hypothyroïdie, c'est beaucoup plus discret. Et souvent, ce sont des signes un petit peu insidieux, comme une petite baisse de morale, une petite prise de poids, une espèce d'adynémie qui va s'installer. Et donc, en fait, dans notre bilan biologique, on fait très souvent une TSH, donc un dosage de l'hormone hypophysaire du contrôleur, car lorsque votre thyroïde va être déficitaire, lorsque la sécrétion d'hormones va commencer à faiblir, eh bien, en fait, votre hypophyse, puisque l'immense majorité des cas, c'est une atteinte de la thyroïde, eh bien, votre hypophyse, donc le régulateur, va se mettre à augmenter pour justement stimuler la glande thyroïdienne et pour faire sécréter plus d'hormones thyroïdiennes. Donc, on peut avoir une hypothyroïdie post-chirurgicale après une irradiation, après plein d'atteintes virales ou de choses, d'étiologies différentes. Il faut savoir que c'est une maladie parfaitement bénigne, qui est simple à traiter, pour lequel on va remplacer les hormones qui sont déficitaires. Alors, on a beaucoup de chance parce qu'on a des hormones qui sont identiques à celles que l'organisme fabrique. C'est ce qu'on appelle la thyroxine. Donc, c'est vraiment identique à ce que l'organisme sait fabriquer. Et donc, on va se fier, lorsqu'on va traiter les patients, au dosage de la TSH. La TSH, donc c'est l'hormone hypophysaire, et on veut que celle-ci soit dans les normes du laboratoire. En principe, c'est globalement entre 0,2 et 5 milliunités par litre, juste pour vous donner un peu une idée. Alors, cette hypothyroïdie, elle s'installe souvent plutôt progressivement. C'est pour ça que les signes sont souvent insidieux. Et c'est pour ça que finalement, dans les bilans biologiques habituels de fatigue, de baisse de forme, ou même dans les bilans généraux, les médecins généralistes font souvent ce dosage de la TSH, et que lorsqu'elle est anormale, eh bien, on va aller plus loin, on va regarder les hormones thyroïdiennes pour être sûr que c'est bien un déficit donc, périphérique de la thyroïde, et ensuite on va prendre en charge ces patients. Alors là aussi, rien de magique et rien de... C'est pas les hormones que l'on va prendre le matin qui vont faire de l'effet tout de suite dans la journée. On considère que que leur fonctionnement est assez inerte et qu'il faut attendre un niveau d'équilibre. En général, on dit qu'il faut au moins 4 semaines avant de s'assurer que l'équilibre commence à être atteint. Et donc, c'est pour ça que le dosage des hormones n'est pas immédiat une fois qu'on a commencé à traiter et qu'on attend toujours 4 à 8 semaines pour s'assurer qu'on est bien. Si je puis me permettre, pour compléter vraiment, Olivier a parfaitement bien synthétisé la situation, mais je vois que sur les nombreux participants, beaucoup d'entre vous ont dû aller voir leur médecin généraliste parce qu'ils avaient tel ou tel symptôme. Le médecin a trouvé une TSH très modérément augmentée. Je veux dire par là que si vous avez une TSH, Olivier vous a parlé d'une norme jusqu'à 5, si vous avez une TSH à 20, à 30, il n'y a pas d'ambiguïté, il faut traiter. Mais les recommandations nous soulignent le fait que très souvent, on est confronté à ce qu'on appelle les hypothyroïdies frustres, c'est-à-dire une TSH à 6, 5,5,
Et c'est toute la question pour nous, endocrinologues, de savoir si on peut dire aux patients, toutes vos plaintes sont associées à cette TSH à 6 et impose un traitement, parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, il ne faut pas oublier que c'est souvent des patients qui vont prendre pendant des dizaines d'années des hormones thyroïdiennes, et on sait maintenant bien que, par exemple, dans un pays comme la France, il y a beaucoup de Français traités par hormones thyroïdiennes et qui ne le mériteraient pas forcément. Donc je pense que cette tranche de patients qui est très fréquente, avec une TSH entre 5 et 8, on va dire, mais qui ont des plaintes, il faut essayer de faire la part des choses, essayer de voir si ça vaut la peine de faire un traitement, un test thérapeutique, ou simplement surveiller. Et ça, je pense que c'est un élément très important, parce que les gens mettent beaucoup d'espoir dans les situations de thyroïdite, notamment dit de Hashimoto, en imaginant que tout un ensemble de problèmes va être résolu si on les traite par hormones thyroïdiennes. Absolument. Après, les bonnes pratiques, enfin, on va un petit peu rentrer dans les détails, mais c'est souvent de savoir répéter l'examen un mois plus tard pour voir si on est toujours dans une TSH qui est anormalement élevée ou si le bilan thyroïdien s'est normalisé. Pour compléter aussi un petit peu, parce que c'est pas toujours tout n'est pas toujours blanc ou noir, mais la thyroïdite peut aussi être transitoire. On voit des hypothyroïdies, notamment dans le postpartum, après des accouchements ou après grossesse, qui vont se normaliser avec des thyroïdes qui vont redevenir fonctionnelles. Donc voilà, comment on n'est pas dans une situation de danger. Donc les bonnes pratiques, c'est souvent devant ces TSH qui sont un petit peu augmentés et dont on n'est pas certain qu'elles reflètent une vraie hypothyroïdie, de savoir répéter l'examen et de ne rien faire. J'avais un chef de service qui disait souvent il est urgent de ne rien faire, en tout cas dans la précipitation. Oui, Philippe. Par contre, Olivier a attiré l'attention du thème de la grossesse, et ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui souhaitent un enfant et qui ont une TSH modérément augmentée. Or, ce contexte-là, on est plus avec comme objectif d'avoir une TSH véritablement normalisée, ouais, autour de 2, 2,5, et on sait en plus que ces hypothyroïdies minimes peuvent augmenter le risque de fausse couche. Donc, il est important de pouvoir, dans le cas spécifique de la grossesse, d'être plus exigeant en termes de niveau de TSH. Je pense qu'on en reparlera parce qu'il y a pas mal de questions autour de la grossesse. Moi, j'ai 2 questions. C'est quoi les effets secondaires des médicaments? Ce que je comprends, c'est que finalement, il y a un surtraitement en France de l'hypothyroïdie. Et donc, voilà, quels sont les effets secondaires? Et puis, deuxième question, quand est-ce qu'il faut aller voir un endocrinologue et quand est-ce qu'on peut rester avec son médecin généraliste? J'ai peut-être... on va scinder peut-être la réponse. Déjà, les hormones thyroïdiennes, c'est différent des traitements allopathiques, c'est-à-dire ce n'est pas de l'aspirine, ce n'est pas du Doliprane, ce ne sont pas des traitements qui mettent un risque viscéral, hépatique, cardiaque, rénal, etc. Ça, c'est une vraie chance. D'ailleurs, enfin, c'est une fabrication extrêmement sûre, ça se fabrique par génie génétique, ça vaut quasiment rien. Enfin, je suis désolé, je rentre un peu dans les détails, mais c'est des médicaments qui n'ont pas d'effet secondaire. En fait, je pense que les reproches qu'on peut leur faire, c'est soit on est en excès et donc là, on va créer des symptômes d'hyperthyroïdie, soit on n'est pas suffisamment efficace et donc on reste en hypothyroïdie et avec une TSH qui n'est pas dans la norme, soit la troisième hypothèse dont on a déjà un peu parlé, c'est qu'il y a des traitements qui sont mal prescrits, enfin qui ne sont pas prescrits à bon escient. Il y a eu une période où pour les nodules, on a prescrit ces hormones thyroïdiennes en disant ça va ralentir un peu la croissance. En fait, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout le cas. Donc, c'est une indication qui a disparu. Et puis même, on peut parler de certaines pratiques qui étaient des pratiques fallacieuses pour lesquelles on donnait des hormones thyroïdiennes pour aider à perdre un peu de poids. En fait, les hormones thyroïdiennes, ça a un effet sur
sur le catabolisme, donc sur le métabolisme, en faisant perdre un peu de muscle, et par là on perd un peu de poids, mais c'est certainement pas bénéfique, et en plus on a des effets secondaires, notamment cardiovasculaires ou osseux, qui sont tout à fait mauvais, et dont Philippe pourrait vous parler bien mieux que moi, puisqu'étant spécialiste de cela. Donc juste pour répondre un peu à l'autre question, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu entre le médecin généraliste et l'endocrinologue, mais je pense que quand même, il est important. Je dis toujours aux patients, les maladies de la thyroïde, ce ne sont pas des maladies graves dans leur ensemble. Mais il faut être très rigoureux. Vous allez me dire, il faut toujours être rigoureux en médecine. Il faut avoir une stratégie rigoureuse. Et je reconnais, moi, avoir vu beaucoup de patients pour lesquels la prise en charge n'était pas totalement adéquate au début. Je veux dire, on vous fait une TSH, mais après, on ne sait pas si les anticorps sont positifs ou pas. L'échographie, il y a parfois des échographistes qui vous disent, il y a un nodule, je n'ai pas la classification TIRADS. Enfin, vous voyez, ce sont des détails qui font qu'un endocrinologue qui a son organisation de prise en charge, de parcours de soins, va répondre aux patients très précisément. Après que sur du très long terme, si c'est pour des renouvellements, enfin des suivis de TSH qui sont bien équilibrés, bien sûr qu'on peut travailler avec les généralistes. Mais je crois qu'il est important de ne pas oublier que la première étape pour les patients, c'est d'avoir un diagnostic formel, sûr, et avec une prise en charge organisée. Après, merci beaucoup. Dans le suivi, excusez-moi, je rajoute juste un petit mot, mais dans le suivi de l'hypothyroïdie, je pense que là, la médecine générale est parfaitement compétente et qu'elle sait très bien suivre ses patients. Très bien, merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair. Professeur Touraine, alors je vous pose les mêmes questions du coup sur l'hyperthyroïdie maintenant, dont la maladie de Basedow. Alors, l'hyperthyroïdie, effectivement, c'est une situation qui peut être plus problématique dans certains cas. C'est une thyroïde qui fabrique trop d'hormones. Et le plus souvent, ça touche les femmes, plus que des hommes. Et il y a plusieurs causes. Et si on prend la cause relativement la plus classique, qui est ce qu'on appelle la maladie de Basedow, si les gens vont sur Google, ils vont voir Graves' disease, mais c'est quelqu'un qui fabrique des anticorps contre elle-même. C'est-à-dire que ce sont des anticorps qui vont aller stimuler la thyroïde et donc qui va relarguer des hormones. Et comme l'a dit tout à l'heure Olivier, comme il y a ce contrôle entre l'hypophyse et la thyroïde, votre TSH elle est à 0. Enfin, 0,01. Bon. Donc là, les gens ont des plaintes. L'hyperthyroïdie, la maladie de Basedow, moi je considère que c'est une maladie délabrante pour la personne. Ce sont des gens qui ne se sentent plus bien. Ils pleurent, ils rient, ils sont fatigués, ils ont la diarrhée, ils transpirent, ils ont le cœur qui palpite. Ce sont des gens qui ne vont pas bien. Je pense même que parfois il y a des cas où il faut savoir discuter, d'arrêter ces gens quelque temps, parce que le repos peut être un élément important. Donc il faut traiter l'hyperthyroïdie en abaissant le niveau des hormones thyroïdiennes avec des molécules qu'on connaît bien, qui sont des anti-thyroïdiens de synthèse. Il y a plusieurs molécules. On a l'arsenal thérapeutique. Après, il y a des stratégies, suivant les écoles, des gens qui aiment bien utiliser que l'antithyroïdien pour faire baisser au plancher les hormones thyroïdiennes en espérant que la TSH remonte. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent carrément donner une bonne dose d'antithyroïdien et rajouter les hormones thyroïdiennes. Bon, ça, ce n'est pas le lieu de débattre entre ces deux types d'écoles. L'objectif, par contre, il est vraiment important parce que la patiente ne va pas bien. Et ce sont des gens qui sont très profondément malheureux parce que ne se reconnaissent plus. Et ne se reconnaissent plus, l'entourage le vit parfois difficilement, ils sont très fatigués par rapport à leur travail. Donc, il faut les prendre en charge sérieusement et là encore, d'une façon suivie extrêmement régulière. Vous ne donnez pas une ordonnance à une patiente en disant « revenez me voir dans 6 mois ». Je veux dire par là qu'il faut qu'il y ait un suivi régulier pour assister à la baisse
et à l'adaptation des traitements. Ça, c'est le cas de l'hyperthyroïdie chez la femme jeune. Il peut y avoir des situations plus complexes. L'hyperthyroïdie, au contraire, de la personne plus âgée par une surcharge en iode, par exemple. L'hyperthyroïdie, quand il y a une surcharge en iode, comme des médicaments contre les troubles du rythme cardiaque, ça peut être des situations plus complexes. D'abord parce que ce sont des personnes plus âgées, et puis parce que cette surcharge en iode met du temps à s'éliminer. Donc on peut être confronté à des situations difficiles. Et puis une autre forme d'hyperthyroïdie qu'a mentionné tout à l'heure Olivier, c'est les inflammations de la thyroïde qu'on peut observer, des inflammations virales, ce qu'on appelle par exemple la thyroïdite de Kervin. Ce sont des gens qui ont très mal dans le cou. Ça, c'est un élément important. C'est comme une angine, mais une douleur du cou. Et cette douleur du cou s'accompagne d'une hyperthyroïdie. Et il faut donner là plutôt des traitements de type anti-inflammatoire pour essayer justement de corriger progressivement cette hyperthyroïdie. Mais là, pour compléter, je pense qu'on est plus dans une prise en charge de spécialistes. D'ailleurs, souvent, les médecins généralistes nous appellent et nous disent, demandent qu'on voit ces patientes. On est totalement d'accord. des femmes. Hein. On est totalement d'accord. Ouais. Les 3 cas que j'ai décrits, bien sûr. Je le dis, il faut que ce soit les endocrinologues qui les traitent. Qui suivent ces patients. C'est vraiment notre pratique de spécialiste. Et on a donc ces antithyroïdiens de synthèse et on a aussi des traitements symptomatiques qu'on utilise très souvent au début, des traitements qui vont ralentir le cœur, qui vont réduire un peu l'anxiété, qui vont aider un peu à retrouver le sommeil parce que c'est quelque chose qui gâche la vie des gens qui ne comprennent pas ce qui leur arrive parce que quand vous avez 20 ans, enfin je veux dire, on a des pics de fréquence à l'âge de 20 ans et à l'âge de 50 ans un peu dans cette maladie de Basedow. Enfin, c'est un petit peu caricatural, mais c'est quand même ce qu'on voit. Avec des pics de fréquence, on ne sait pas trop épidémique parce que c'est souvent le printemps et à l'automne qu'on voit un peu plus de fréquence de ces maladies que l'on va traiter pendant longtemps. Ça, c'est important d'expliquer d'emblée qu'on est parti pour 18 mois de traitement pour éteindre en fait la maladie, qu'on n'éteint pas toujours forcément. Il y a à la fois des rechutes et puis à la fois des maladies parfois tellement actives qu'on va plutôt avoir un traitement radical et de la chirurgie potentiellement. Mais là, c'est de toutes les façons une discussion un peu que l'on a avec chaque patient, que l'on a pris en charge et qui en général voit bien l'efficacité des traitements qui lui sont proposés. Et dans le cas de la maladie de Basedow, je dirais, on est heureux quand on est face à une femme qui a une hyperthyroïdie avec un taux d'anticorps pas trop élevé. Ouais. On est plutôt optimiste sur du long terme. Parfois, on a des femmes qui ont des goitres extrêmement conséquents, une pathologie oculaire, ne l'oublions pas, qui est vraiment un signe très invalidant psychologiquement, physiquement pour la patiente, où là, c'est tout un problème parce qu'on ne peut pas toucher aux yeux de patients qui ne sont pas contrôlés sur le plan hormonal. Et ce sont des processus longs. Donc ces patientes s'impatientent, si je puis dire, je comprends tout à fait. Il faut les aider, il faut les soutenir. Et c'est parfois des situations qui vont, à moyen ou à long terme, imposer des traitements peut-être plus radicaux qu'un simple traitement médicamenteux. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors, docteur Dupuis, est-ce qu'il y a des facteurs de risque et des facteurs d'hérédité de ces maladies thyroïdiennes? Alors, on en a discuté un tout petit peu avant de démarrer cette visio. Dans l'hypothyroïdie, par exemple, l'iode qui est vraiment un facteur d'environnement qui est très toxique pour la thyroïde, puisque la thyroïde, c'est le seul organe qui capte l'iode, et c'est vraiment un gros perturbateur endocrinien thyroïdien. Donc, les carences en iode ont été des facteurs de risque favorisants. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des facteurs d'environnement, mais c'est très compliqué parce que c'est probablement multiple et l'individualisation est très difficile. Donc moi, je serais très prudent, sauf avec l'iode. Ça, on le sait.
les immunomodulateurs qui sont des traitements qu'on donne dans des cancers de plus en plus maintenant et qui permettent vraiment d'avoir des rémissions alors qu'avant on n'était pas bon dans certaines tumeurs, notamment bronchiques, certains cancers agressifs du pancréas, etc. Donc là aussi, on génère des thyroïdopathies, donc des atteintes thyroïdiennes qui sont très brutales et très sévères, pour lesquelles, oui, on a des facteurs, on en est sûr. Dans les facteurs héréditaires, moi, je trouve que c'est très compliqué. On a des familles dans lesquelles on a l'impression que l'on voit une espèce de transmission beaucoup plus fréquente. Je voudrais juste un petit peu tempérer en disant que ce sont des maladies qui sont fréquentes, qui sont essentiellement féminines, dans lesquelles, oui, on voit, il y a certainement des facteurs génétiques, mais qui sont probablement multiples et pas aussi simples qu'une transmission chromosomique comme on pourrait le penser. Voilà, c'est... Après, peut-être que Philippe a d'autres... Non, mais Olivier a parfaitement raison de souligner, parce que les patients nous disent souvent « Ah oui, ma tante a été opérée de la thyroïde, j'ai une cousine qui a un nodule, je crois, à la thyroïde. » Il y a beaucoup de pathologies de la thyroïde. D'accord ? Alors, il y a des cas d'histoire de familles génétiques qui ont des mutations de gènes, etc. C'est une chose. Mais comme vous l'avez dit très bien, 15% d'une population qui est touchée par des problèmes de thyroïde, ben, ça veut dire que dans une famille, on peut avoir plusieurs personnes qui ont des problèmes de thyroïde. Ça ne veut pas du tout dire, comme l'a dit Olivier, je transmets par le chromosome X, le chromosome Y, le gène X ou le gène autre. Donc ça, là-dessus, faire très attention. Juste un petit mot pour tous les patients qui nous écoutent. Il faut faire très attention. On est encore dans des pays en carence iodée le plus souvent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apport d'iode dans le pain à titre systématique dans certains commerces. Quand le marketing vous parle de sel iodé, on se dit tout de suite, on est super bien couvert. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des stratégies sur les pays d'apport d'iode qui se fait d'une façon très différente d'un pays à l'autre. Et puis, là aussi, pour compléter, nous, on est un pays où la mer est quasiment omniprésente sur les 3/4 des côtes, mais on n'a pas une vraie protection aussi, on n'a pas moins de maladies thyroïdiennes dans ces régions-là. On est aujourd'hui, la distribution, elle est plutôt assez homogène de ces maladies thyroïdiennes. Et puis par rapport aux facteurs extérieurs, on a tous encore l'image de Tchernobyl. Oui. Il y a encore beaucoup de patients qui nous disent « Ah, j'étais là, j'étais dans les Alpes. » Mais vous savez comme moi que le nuage s'est arrêté à l'entrée de la France. Mais c'était la petite seconde de plaisanterie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, être au contact d'une irradiation fait qu'on peut développer des nodules. Moi, je vois pendant toute la cohorte des enfants qui sont traités à Gustave-Roussy par des rayons pour des tumeurs du cerveau. On doit surveiller l'apparition de nodules parce que les rayons sont toxiques. Mais ça, ce sont des cas très spécifiques. D'accord ? Merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne et si on veut donner aussi la parole à nos internautes, j'ai une dernière question. Pour vous, professeur Touraine, est-ce qu'on peut prévenir les maladies de la thyroïde et c'est quoi les recommandations ? Ça, c'est une question, vous voulez me piéger absolument. Prévenir une maladie de la thyroïde, c'est trop. D'abord, probablement que des situations, je dirais, alimentaires correctes pourraient être un moyen dit de prévention. On ne prévient pas un nodule comme ça. Je veux dire, il y a parmi tous les gens qui nous écoutent des gens qui ont des nodules sans le savoir. D'accord ? C'est donc extrêmement difficile de se dire il y a une stratégie de prévention parce que la réalité, c'est que comme on fait de plus en plus d'imagerie, on trouve de plus en plus de nodules. À force de dire je fais une écho, je fais un scanner, etc., on est tous avec des nodules comme un processus peut-être de vieillissement. Donc, prévenir, c'est très compliqué, moi, je pense, de dire, comme prévenir une rechute d'une hyperthyroïdie, d'une maladie de base d'eau, où on dit les facteurs de stress. On va pas demander aux patients de rester en charentaise devant une cheminée. Il y a parfois, effectivement, des facteurs de stress majeurs qui peuvent déclencher des rechutes. Pour autant, on a aussi des rechutes sans phénomène particulier.
Donc, c'est très compliqué de dire, si vous faites ça, vous n'aurez pas. Il y a certaines situations, pour conclure, le tabagisme, le tabac, une femme qui a une hyperthyroïdie avec une atteinte oculaire. Ça, oui, si, il faut être impératif, il faut lui dire, il faut que vous trouviez les moyens d'arrêter de fumer, parce que le tabac va être très toxique pour vos yeux. Donc ça, c'est une forme de moyen de prévention, d'aggravation de la pathologie oculaire des patientes avec hyperthyroïdie. Mais le sport, la nourriture, pas particulièrement. Non, par contre, je dis toujours aux patients qui ont une hyperthyroïdie active, hein, qui battent à 120, qui sont essoufflés et tout, moi, je leur demande de ne pas faire de sport. Il faut faire la pause. C'est une machine qui tourne à vitesse grand V. Et donc, c'est épuisant pour le corps. Il faut faire très attention à ça. Autant on peut défendre le sport dans notre vie quotidienne, une hyperthyroïdie active doit savoir se mettre au repos. Et pour les nodules thyroïdiens, puisque c'est une pathologie très fréquente, si vous voulez, si on veut réduire un peu cette fréquence, il faudrait ne pas vieillir, car c'est une maladie du vieillissement aussi. Non, je traite par l'absurde, mais c'est la réalité. Comment on sait qu'on en fabrique de plus en plus au fur et à mesure de l'avancée de notre vie. Donc c'est très compliqué. Les séries d'autopsies montrent des nodules dans plein de tissus et qui ne se sont jamais exprimés du vivant du patient. Merci beaucoup. Je vous propose du coup de donner la parole à nos internautes. Une première question, pourquoi les femmes sont plus touchées par les maladies de la thyroïde ? Philippe, toi, tu vas répondre. Non, c'est vrai que ce sont des maladies qui sont le plus souvent des maladies du système aussi immunitaire, de dérégulation du système immunitaire. La fabrication des anticorps qui peuvent détruire la thyroïde pour le Hashimoto, des anticorps qui peuvent stimuler la thyroïde pour la maladie de Basedow. Et il y a toute une littérature, une discussion sur le rôle modulateur des œstrogènes autour de cette dysimmunité. Je dirais que c'est probablement une des hypothèses, mais c'est probablement pas la seule qui peut nous faire dire que pourquoi la thyroïde est une pathologie spécifiquement de la femme. Il y a des régions dans le monde. L'Asie du Sud-Est est une région de très forte prévalence. Si vous allez à Bangkok, vous aurez beaucoup plus de maladies de Basedow que si vous venez à Paris. Donc, si vous voulez, ce sont des facteurs clairs. Et d'ailleurs, le fait d'être un homme n'est pas un bon facteur pour certaines situations de nodules. On dit qu'il y a peut-être plus de risques de malignité, de cancer chez les hommes, etc. Mais c'est vrai que le croisement système immunitaire et œstrogène, stéroïdes sexuels, est un élément important. On le rediscutera peut-être pour la grossesse, mais c'est plus pour des stratégies de traitement à ce moment-là. Mais les hommes ne sont pas indemnes, puisque entre 1 sur 5, voire 1 sur 10, enfin, c'est dans ce créneau-là qu'on voit des pathologies. Et comme c'est très fréquent, on en voit aussi chez les hommes. Hein. Il n'y a pas de… Absolument. Et je rajoute aussi chez les enfants. Oui, chez les enfants aussi, bien sûr. Les stratégies de prise en charge, si les patients qui nous écoutent ont des enfants qui ont fait une hyperthyroïdie à l'âge de 10 ans, on sait très bien que le traitement est beaucoup plus long que celui de chez un adulte. Et que les nodules chez les enfants, c'est une stratégie extrêmement rigoureuse parce que là, on peut trouver malheureusement parfois des situations de cancer. Très bien, merci beaucoup. Une autre question, existe-t-il des alternatives naturelles ou Thyrox ? Oh, Olivier, je t'en prie. Non. 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 La réponse est claire, c'est non. C'est-à-dire qu'on n'a pas de produits de la nature qui vont… non. Non, par contre… L'alternative, si je puis me permettre, serait que si le taux de fabrication d'hormones thyroïdiennes est normal, oui, il ne faut pas… avec une TSH un tout petit peu haute, peut-être qu'on peut se passer de traitement dans un premier temps et de faire une surveillance. Après, je voulais remettre l'accent, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ce sont des hormones. Les hormones qui sont strictement identiques à celles que vous fabriquez. Donc, c'est quand même un traitement extrêmement sûr. Enfin, je veux dire, on n'a pas tant
dans notre pharmacopée de produits aussi sûrs et aussi identiques à ce que l'organisme fabrique. D'ailleurs, vous leurrez votre organisme puisque votre TSH ne fait pas la différence. Et donc, votre TSH, elle va répondre en disant ben, ça y est, j'ai le bon taux d'hormones. Et donc, je crois qu'il y a eu une période où on a un peu diabolisé ce traitement lorsqu'on a changé au niveau de la composition et de la fabrication. Mais je crois qu'il faut perdre ça, il faut retrouver du bon sens là-dessus. Oui, parce qu'il y a beaucoup de questions. Quel est le risque d'arrêter le lévothyrox? Quels sont les effets indésirables du traitement? Alors, encore une fois, il y a une alternative. Donc, on voilà. a perdu Philippe, donc je vais poursuivre. Mais le risque, c'est d'en donner soit trop, soit pas assez. Et donc, c'est pour ça que la TSH est un marqueur extrêmement fiable. Voilà, après, ça ne va pas vous donner des maladies. Je dis souvent pour plaisanter, vous n'allez pas voir des gremlins brutalement avec ça. Non, ce n'est pas vrai. Ce que l'on peut faire lorsqu'on se demande si le traitement est bien légitime, on peut faire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une fenêtre thérapeutique. C'est-à-dire qu'on peut arrêter pendant, moi je dis souvent au moins 15 jours, mais idéalement un mois, et refaire une TSH derrière. C'est ce que l'on voit souvent dans des patients, chez des patients qui ont des doses de lévothyrox qui sont pas physiologiques, qui sont très faibles et pour lesquels on peut se demander quelle est l'efficacité. Et bien là, si on arrête le traitement et que la TSH ne bouge pas et que le patient reste équilibré, ça veut dire qu'il n'en a pas besoin et qu'il faut un médicament dont on n'a pas besoin, il vaut mieux ne pas le prendre. Tu es coupé, on ne t'entend pas, Philippe. D'où l'interrogatoire important du patient qui vous dit « ça fait 25 ans que je prends des hormones thyroïdiennes » qui évidemment n'a pas le dosage initial de TSH. Et des fois, je propose une tentative de sevrage. Et quand ça marche, c'est formidable, les gens se sentent très bien. Ils ont une thyroïde qui fonctionne et ils n'avaient pas besoin d'hormones thyroïdiennes. Je vous rappelle qu'il y a 3 millions de Français qui sont traités par hormones thyroïdiennes et on suppose qu'il y en a 1 million qui est traité de manière abusive. Ah oui. Et alors, les effets indésirables du traitement, parce que s'il y a tant de gens qui veulent arrêter… Non, les effets indésirables du traitement, c'est si le traitement n'est pas donné d'une façon correcte. Olivier l'a dit à plusieurs reprises. Si vous mettez les gens en hyperthyroïdie, alors qu'il faudrait les mettre en euthyroïdie, c'est en fonctionnement normal, ils vont pouvoir se plaindre. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous disiez, est-ce qu'il y a des alternatives aux hormones thyroïdiennes? N'oublions pas qu'il y a certaines doses de naturopathie ou d'autres traitements qui contiennent des extraits thyroïdiens et on se rend compte que certaines personnes prennent des extraits thyroïdiens, soi-disant à petite dose, engendrant une certaine thyrotoxicose, une hyperthyroïdie. Mais les effets indésirables, si vous êtes bien équilibré, non. Et Olivier l'a dit, il y a eu toute une polémique autour des excipients, etc., d'où le développement de nouvelles formulations. Vous avez aujourd'hui 4-5 types d'hormones thyroïdiennes avec des noms commerciaux différents. Ce sont des hormones thyroïdiennes et elles marchent. Mais donnons-le avec un certain équilibre. Le point, moi, que je rajouterais, c'est Olivier a dit tout à l'heure, la TSH, c'est 0,5 à 5. On peut avoir le concept de dire que 4,5, c'est entre 0,5 et 5. C'est donc dans la norme. Moi, j'aime bien travailler de façon un peu plus personnalisée. Il y a des gens qui ont besoin d'être autour de 4, 4,5, et d'autres qui ont besoin d'être autour de 1. Et c'est dans la norme, donc il faut savoir adapter dans la norme, potentiellement, la dose d'hormones thyroïdiennes. Merci beaucoup. Alors, une question sur la grossesse. Lorsqu'une hypothyroïdie se déclare pendant la grossesse, y a-t-il des risques pour le futur bébé? Alors ça, c'est la crainte qui est extrêmement véhiculée de dire est-ce que mon enfant va être un enfant normal? Parce qu'il y a eu des données sur des hypothyroïdies avec des forts niveaux de TSH non traités et des problèmes d'adaptation cognitive, etc. plus tard. Ce qui est certain, c'est que la stratégie aujourd'hui d'une femme qui veut être enceinte, c'est d'avoir une TSH au départ. Si elle est déjà hypothyroïdienne, il faut lui dire qu'au cours de la grossesse,
les œstrogènes vont augmenter ses besoins. On va être amené à augmenter sa dose de lévothyrox, et ce n'est pas du tout choquant. Mais il ne faut pas que les femmes paniquent en disant « Pendant 10 jours, j'ai TSH à 5, est-ce que mon enfant va être déficient intellectuel ?» Non. D'accord. La grossesse, simplement, pour une hypothyroïdie, c'est plutôt simple. C'est adaptation de la dose, et surtout au cours des premiers mois de la vie. Si c'est une hyperthyroïdie, là, la situation devient un peu plus compliquée. On n'aime pas trop une femme qui est en grande hyperthyroïdie, parce que, rappelons-le, l'hyperthyroïdie n'empêche pas d'être enceinte. Alors que l'hypothyroïdie rend l'ovulation de moins bonne qualité. Mais une femme hyperthyroïdienne qui arrive totalement déséquilibrée et qui vous dit « je suis enceinte », moi, j'aime pas trop, parce qu'on est obligé quand même d'arrêter les traitements qui peuvent avoir une toxicité pour le bébé. Et donc, ça veut dire laisser les femmes en grande hyperthyroïdie, et pour peu qu'elles aient des anticorps qui passent le placenta, entraîner des problèmes chez le fœtus. Donc, l'idéal pour une femme jeune qui veut être enceinte et qui est hyperthyroïdienne, c'est avoir une forme de compromis dès le départ. De dire, il faut me laisser quelques mois pour au moins avoir un certain équilibre avant de donner le feu vert pour une grossesse. Après, pour compléter un tout petit peu, je pense que les équipes obstétricales sont extrêmement vigilantes et que c'est vraiment très exceptionnel de voir des hypothyroïdies. Enfin, moi, je crois que dans ma carrière, je suis de la même génération que Philippe, hein, mais ça fait 40 ans que je fais ce métier. Je pense que j'en ai exceptionnellement vu en France, parce que la TSH, les sages-femmes connaissent très bien. Elles nous alertent des fois même de manière presque excessive. Et que les hypothyroïdies congénitales, ce sont des phénomènes génétiques, pas du tout liés à des phénomènes d'équilibre. Oui. Moi, je pense qu'il faut être très, très rassurant là-dessus. Hein. Pour moi, ce n'est pas un problème, ni de santé publique, ni même individuel, parce que ces femmes sont très bien gérées aujourd'hui en France. Je ne dis pas que c'est partout pareil. Absolument. Et toutes les échographies de la grossesse vont aller vérifier la thyroïde du fœtus. Très bien, c'est très clair. Une autre question, doit-on arrêter de fumer si on a une maladie de la thyroïde? Alors, ça dépend de ce que vous appelez la maladie de la thyroïde. On l'a dit sur l'hyperthyroïdie et l'atteinte oculaire, ce serait mieux. Ce serait mieux. Alors, on ne va pas tenir le discours de pas fumer du tout. Quelqu'un qui a un nodule tout seul, je n'ai pas le droit de vous dire que le fait qu'il fume va aggraver forcément la situation de son nodule. Pour autant, s'il peut ne pas fumer, c'est pas plus mal. Le tabagisme reste quand même un facteur générant des morbidités et de la mortalité extrêmement important dans notre pays, qui est un des plus mauvais de l'Europe. Hein. Je me permets d'en rajouter une petite couche, ça c'est certain. Après, en dehors de l'hyperthyroïdie basdovienne, je pense que le lien est beaucoup plus compliqué à faire avec les autres maladies thyroïdiennes, et ça c'est par souci d'honnêteté. Mais le tabac reste mauvais pour plein de choses, et les femmes sont aujourd'hui beaucoup plus victimes du tabagisme qu'elles ne l'étaient autrefois, où il y avait une forte majorité d'hommes. Et voilà, c'est l'évolution de la société. Très bien. Alors, une autre question, le stress peut-il provoquer une récidive de maladie de Basedow? Alors, c'est ce qui traîne classiquement dans la littérature. Qu'est-ce qu'on appelle le stress? Le stress, ce sont des neurotransmetteurs chimiques cérébraux. Bon, oui, ça peut participer. On a tous des patientes qui ont vécu un décès brutal dans la famille et qui développent une rechute de la maladie de Basedow. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, tout ne peut pas être mis sur le compte du stress. Je vis une période difficile au boulot, c'est ça qui explique. On n'a pas la preuve du lien. On peut se dire qu'il y a une association, mais je ne suis pas capable de vous dire que c'est simplement dans une grosse ville comme Paris qu'il y a les Basedow et que dans les petits villages de campagne, il n'y a pas un Basedow qui est là. Vous voyez. Donc, attention, là encore, les patients aiment bien mettre tout sur le compte du stress. On a une vie stressante dans les grandes villes. Pour autant, on n'est pas tous hyperthyroïdiens non plus. Je pense que c'est des analogies qu'on fait
comme on le fait avec d'autres maladies, parce que ce sont des événements de la vie qui surviennent à un moment précis. Et c'est très compliqué, comme l'a dit Philippe. Je pense qu'il faut… Moi, je dis souvent aux patients qui n'a pas de stress dans sa vie, et pourtant, ne font pas des bases d'eau tout le monde. Heureusement, d'ailleurs. Bien sûr. Alors, une autre question, toujours sur la maladie de base d'eau. Est-ce qu'on peut guérir d'une maladie de base d'eau? Absolument. Olivier a signalé que ce sont des traitements longs, c'est-à-dire 18 mois à peu près. Bon, ça peut s'adapter. On a schématiquement 50% de guérison. 50%. Ça veut dire 50% potentiellement de rechute. Mais ce qui est intéressant, c'est que la rechute, il y a des patients qui voulaient arrêter, ils rechutent au bout de 3 semaines. Et puis il y a des gens qui, 10 ans plus tard, vont faire une rechute. Alors, on sait qu'il y a des facteurs de risque. Une femme qui a un gros goitre, qui a un taux d'anticorps très élevé, on n'aime pas trop. On sait que le risque de rechute est plus important. Et on a des formes plus mineures, entre guillemets, pour lesquelles il faut être très optimiste. Et on peut dire à la patiente, vivez normalement. Pour autant, moi, je vois des femmes revenir en disant, ça fait 15 ans, j'ai fait un épisode d'hyperthyroïdie. Et on peut d'ailleurs se poser la question à ce moment-là, compte tenu du délai, quelle est notre approche thérapeutique dans un cas où il y a des rechutes aussi éloignées que cela. Mais on peut guérir d'une hyperthyroïdie. Voilà. On a des outils thérapeutiques et je crois qu'il ne faut surtout pas vivre dans le stress d'une récidive potentielle parce qu'on sait gérer ça. Et en général, les femmes, elles ont leur parcours de soins qui est tout tracé puisqu'elles ont un thérapeute qui les a déjà pris en charge. Et très honnêtement, je pense que je crois qu'il faut, ça reste une maladie bénigne, même avec des tas d'inconvénients, mais qu'on sait très bien gérer et on sait accompagner les patients et les patients. Alors, il reste quelques minutes. On va essayer de passer le plus de questions possible et d'être court dans les réponses. Les médecins généralistes n'orientent pas systématiquement vers les endocrinologues. Pourquoi et comment faire? Parce que quand ils sont compétents, il n'y a pas besoin d'avoir recours à un spécialiste. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de médecins généralistes qui peuvent gérer une très grosse partie de notre activité. Après, nous, on reste un recours et on reste finalement le spécialiste de la maladie difficile à gérer ou de la maladie qu'on ne sait pas gérer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de généralistes qui peuvent très bien faire et qui font très bien. Moi, je sais, Philippe dira la même chose que moi. Et je dirais la même chose, sous réserve que maintenant, avec les nouvelles techniques, où on propose des ponctions de nodules, quand on n'est pas dans la classification de la bénignité à 100%, c'est-à-dire des atypies, des anomalies, il faut passer la main. Oui. Parce que là, ce sont des situations de discussion, comme Olivier l'a dit, en RCP, en réunion de concertation, pour prendre la décision qui s'adapte, qui doit être proposée. Merci beaucoup. Alors, une autre question, quelle est la différence entre la thyroïde et la parathormone? La thyroïde, vous l'avez là, Olivier vous a montré sa thyroïde. Moi, je ne pourrais pas vous montrer mes 4 parathyroïdes, mais qui, comme son nom l'indique, sont des petits tissus qui sont en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, et qui n'ont rien à voir. Ils fabriquent de la parathormone qui va avoir une action essentiellement sur l'os pour libérer du calcium. Et tout le problème de l'hyperparathyroïdie ou de l'hypoparathyroïdie, c'est la prise en charge. Ce sont des maladies qui n'ont… Il peut y avoir cohabitation de nodules thyroïdiens, mais ce sont des pathologies plus rares, mais des pathologies pour lesquelles, là, il faut une stratégie diagnostique extrêmement précise et pour pouvoir aussi avoir une stratégie thérapeutique adaptée. C'est la même région, mais ce n'est pas la même fonction. Et ça, c'est très différent. Mais c'est là que ça se passe. Une autre question, la ménopause a-t-elle un impact sur la thyroïde? Alors, la ménopause, c'est la chute des œstrogènes. Or, je vous ai dit tout à l'heure que pendant une grossesse, les œstrogènes allaient augmenter les besoins. Donc, si vous êtes traité par des hormones thyroïdiennes, on peut être amené à adapter les doses d'hormones thyroïdiennes. Ce qui est l'autre point sur lequel je souligne beaucoup auprès des patients de la cinquantaine, c'est qu'elles vous disent j'ai froid, j'ai ci, j'ai ça. C'est la ménopause, c'est la thyroïde, c'est ma thyroïde, pardon. Et je leur dis non, le plus souvent, c'est les signes de ménopause qui vont dominer cette période-là. Donc, il ne faut pas faire cette association, mais tout dépend si vous êtes déjà au préalable
traiter. Et comme l'a dit Olivier, 50 ans, c'est aussi un pic de survenue de maladie. Il y a des hyperthyroïdies qui apparaissent, il y a des maladies de la thyroïde qui apparaissent, donc il faut savoir surveiller, et les généralistes le font très bien, de doser assez facilement la TSH. Et alors, la TSH est-elle suffisante pour suivre la maladie d'Hashimoto? La réponse est oui. Oui, bien sûr. Après, comment... J'avais là aussi un de mes anciens patrons que connaît bien aussi Philippe, qui s'appelait Monsieur Orgiasi, qui disait la TSH ultra sensible n'est pas toujours ultra fiable. Bon, c'était une petite plaisanterie, mais il faut savoir répéter. D'accord? Et donc, on peut avoir aussi des dosages qui ne sont pas forcément d'une fiabilité majeure. Donc, lorsque surtout on a une discordance entre les signes cliniques et les signes hormonaux, eh bien, il faut savoir répéter le dosage. Mais la TSH est quand même de plus en plus fiable, les méthodes sont de plus en plus contrôlées, les laboratoires ont des principes de qualité maintenant qui sont réguliers et qui sont très rassurants pour la plupart des examens que l'on fait faire et que l'on a en laboratoire. Mais là, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Peut-être dernière question avant de conclure. Est-il nécessaire d'enlever la thyroïde si présence de nodules? Vous avez déjà répondu, mais c'est peut-être bien de répondre à nouveau pour ceux qui n'étaient pas là au démarrage. Alors, moi, j'ai une attitude très claire. Si vous avez plusieurs nodules de taille moyenne, 15, 20, 25 mm, pour lesquels on a une caractérisation échographique, voire cytologique, tout à fait rassurante, moi, je propose une surveillance. S'il n'y a pas de gène mécanique, etc. Quand vous avez un nodule qui fait 7 cm, qui plonge à l'intérieur, qui dévie votre trachée, pour lequel vous êtes essoufflé et que vous ne pouvez pas faire ça sans penser à votre thyroïde, c'est plutôt raisonnable d'envisager un geste, je dirais, chirurgical et qui reste là, la chirurgie dans sa forme classique. Merci beaucoup. On va être obligé de conclure. Merci encore à tous les deux pour ce webinaire passionnant. Et merci à vous tous pour votre participation. Merci à toute l'équipe de Deuxième Avis qui a organisé ce webinaire.